Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'émission, le programme de Via Poste sur vos préoccupations et défis quotidiens. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième numéro autour d'un sujet crucial pour l'entreprise, l'égalité femmes-hommes. Une thématique on ne peut plus d'actualité à quelques jours du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Nos invités ont toutes et tous été confrontés plus ou moins directement à cette problématique d'inégalité de genre. Des histoires touchantes, des parcours hors normes, c'est tout de suite dans l'émission. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laetitia Calvo, technicienne de maintenance chez Via Poste. Bonjour Laetitia. Également Gary Mallier, directeur de site logistique. Soyez le bienvenu. Eh bien, merci. Anne-Laure Charpenet, directrice de la RSE de Via Poste. Bonjour. Bonjour. Vous nous apporterez votre éclairage et on va voir que, évidemment, la parité fait pleinement partie de la responsabilité sociale et environnementale. Et enfin, une personnalité qui ne fait pas partie de Via Poste, mais vous allez voir que son parcours force l'admiration. Il s'agit de Tatiana Briand. Bonjour Tatiana. Bonjour Dorothée. Vous êtes ancienne négociatrice du RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de vous donner la parole, je vous propose un rappel en images des missions du RAID. Retenu en otage depuis plus de 10 heures maintenant par 3 hommes armés de pistolets et de grenades. Madame, monsieur, bonsoir. Après 46 heures de cauchemar à l'école maternelle de Neuilly, les policiers du RAID ont libéré ce matin les 6 fillettes encore retenues en otage. La bouffe, tout ce qu'on a pu faire, on l'a fait. Je peux pas te donner mieux comme garantie. Ah d'accord. Comment les hommes du RAID ont-ils procédé pour arriver à le capturer vivant, comme l'avait promis le ministre de l'Intérieur ? Voilà pour ces images très poignantes, des morceaux d'histoire de notre pays. Alors vous avez fait partie du RAID, Tatiana, vous en êtes détachée aujourd'hui. Vous allez nous raconter votre expérience durant 13 années en tant que négociatrice. Rien ne vous y prédestinait au départ, puisque vous êtes juriste de formation. Vous découvrez le RAID par un article de presse évoquant l'affaire Human Bomb. Vous savez, cette prise d'otage dans une maternelle à Neuilly qu'on a vue dans la vidéo. Va suivre ensuite le concours d'officier, puis 3 ans en commissariat avant de candidater pour le RAID. Une unité à l'époque et toujours maintenant bien loin de la parité. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous y êtes entrée et les obstacles que vous avez dû surmonter? Alors oui, effectivement, rien ne me prédestinait à intégrer l'unité. Moi, je suis juriste de formation, donc j'ai fait 5 ans de droit pour être avocate. Et comme vous l'avez évoqué, c'est à la lecture d'un article où je découvre en fait l'affaire de Human Bomb, la prise d'otage dans la maternelle de Neuilly en 1993. Un siège qui va durer quasiment 2 jours et une trentaine d'enfants âgés de 3 à 5 ans qui vont être retenus. Et là, je découvre en fait que par l'intermédiaire de la négociation, on a cette capacité d'apporter une solution pacifiée, en tout cas tendre vers une solution pacifiée pour résoudre des crises, y compris dans des environnements extrêmement dégradés. Et ça va avoir véritablement du sens. Et là, je décide non plus de passer l'avocature, mais de passer le concours d'officier de la police nationale, ce que je vais faire 7 ans après. Donc, je vais intégrer l'école des officiers de police. Ensuite, je vais faire 3 ans en commissariat jusqu'à ce que le télégramme du RAID tombe, pour lequel je vais postuler. Alors, les difficultés qui vont être les miennes, c'est que dans un premier temps, je n'ai pas 50 services actifs. Il faut 50 services actifs pour rentrer. J'en aurai que 3. Donc, je vais envoyer une lettre de candidature parce que l'administration ne m'autorise pas à passer les tests. Et donc, je décide d'écrire au chef du RAID pour lui dire que je suis rentrée dans la police pour être RAID. Donc, il faut qu'il me laisse passer les tests. Et donc, la cellule formation du RAID va m'appeler en me disant « Vous ne remplissez pas les conditions administratives, ce n'est pas vraiment un sujet pour nous. De toute façon, on ne prendra pas de femmes, donc venez passer les tests, ça va nous distraire. »
Déjà, ça met dans l'ambiance, là. Oui, exactement. Vous avez dû arriver, remonter à bloc. Voilà, donc j'arrive, alors j'entends surtout venez passer les tests. Et en réalité, je vais passer donc une semaine de tests dans lesquels je vais entendre tous les jours on ne prendra pas de femme, on ne prendra pas de femme. Ce qui sera le cas, puisqu'à l'issue de ces tests, je ne serai pas retenue. Et je vais être rappelée 6 mois après pour passer un test psy complémentaire d'1h45, à l'issue duquel je vais intégrer l'unité. Et en fait, je vais prendre en compte mon dossier administratif et je vais m'apercevoir que 6 mois auparavant, j'étais première sur les tests, mais conforme à leur volonté de ne pas prendre de femmes, ils auront pris le deuxième de liste. Et comme il quitte en fait avant les 6 mois de probation, c'est comme ça qu'on va rappeler ma candidature. Et vous intégrez donc le RAID, une défiance, on l'a compris, des préjugés qui vont vous donner la hargne, la volonté de prouver que vous n'avez pas volé votre place. Vous avez l'impression que vous avez dû faire vos preuves encore plus qu'un homme? Alors, effectivement, j'ai dû faire mes preuves. En réalité, tout le monde fait ses preuves quand on arrive dans l'unité d'intervention. C'est une unité très particulière quand même. Et vous êtes très vite observé. Est-ce que vous avez les compétences d'être là? Comment ça va se révéler sur le terrain? Tout le monde se regarde un petit peu. Donc, j'ai envie de dire que, et pour les hommes et pour les femmes, c'est compliqué. Ce qui a été d'autant plus compliqué pour moi, c'est que, alors évidemment, univers d'intervention, il y a 98% d'effectifs masculins. Donc, ils ne voulaient pas de femmes. Je venais faire de la négociation, là où tout le monde fait de l'intervention. Donc, typiquement, quand vous faites de la négo, les autres n'interviennent pas, ou en tout cas, pas tout de suite. Et puis, j'étais officier, donc j'avais aussi un pouvoir de commandement. Donc, ça faisait quand même... j'avais le trio un peu gagnant ou perdant, je ne sais pas, mais c'était compliqué. Donc j'ai surtout capitalisé sur ce qui faisait qu'on était semblables. On était tous policiers, on avait passé des tests extrêmement difficiles pour arriver là. C'est les mêmes critères physiques, par exemple, pour entrer? Alors, c'est surtout qu'il n'y a pas de barème homme-femme. Donc, nos interlocuteurs sur le terrain ne font pas du tout la différence. Donc, on est tous logés à la même enseigne et on a tous le même barème. Alors, bien sûr, en fonction de la spécialité pour laquelle on postule, on va avoir des tests de sélection qui sont différents. On ne va pas demander à un négociateur la même chose que l'on demande à quelqu'un qui rentre à l'intervention. Mais on a malgré tout des minima, les mêmes pour tout le monde. Et si on ne satisfait pas à ces minima, on ne peut pas intégrer le service. Et alors, ces difficultés expliquent-elles, selon vous, le fait qu'il y ait si peu de femmes au RAID? En 13 années, vous avez la plus longue carrière pour une femme officier. En préparant cet échange, vous me disiez que finalement, le RAID avait presque régressé sur ces histoires de parité. En quoi et pour quelles raisons? Alors, vous l'avez passé dans le reportage, on a participé, participé à la traque et à l'arrestation d'Yvan Colonna. Sauf que, comme ce sont principalement, cette traque s'est principalement déroulée notamment en Corse, quand l'unité a réalisé que des équipages composés uniquement d'effectifs masculins, potentiellement, c'était pas très discret en Corse. C'est là qu'on a intégré les premières femmes pour faire de la surveillance filature. Et le fait est que Yvan Colonna a notamment été arrêté par un binôme composé d'une femme, Barbara. Donc les femmes ont été recrutées en masse pour faire ces missions-là de surveillance filature. Et ensuite, la section a été dissoute quelques années plus tard. Et j'ai envie de dire presque les femmes avec elle, en fait. Donc, on a conservé quelques effectifs féminins. On a formé à l'unité les premières tireurs haute précision, donc les fameux snipers féminins. Donc, 2 d'entre elles ont eu cette qualification. Et puis ensuite, on a intégré notamment... une d'entre elles à la négociation et 2 autres à la logistique. Donc, on a gardé ces femmes-là, mais au fil du temps, elles sont toutes parties. On a juste gardé notre collègue à l'unité de négociation. Ce qui est dingue, hein, de réaliser que finalement, effectivement, c'est la parité va dans le mauvais sens, ce qui ne va pas avec la dynamique de la société. Alors, sans aller dans les stéréotypes de genre, quels sont, selon vous, les atouts d'une femme dans ses fonctions de négociatrice? Alors, j'ai envie de dire que plus on a la chance d'avoir un groupe qui est composé d'hommes, de femmes et qui viennent aussi d'horizons différents, plus on a la chance et la capacité de pouvoir mettre le meilleur profil à l'instant T sur une situation de crise, quelle qu'elle soit. Donc j'ai envie de dire que ce qu'ont apporté les femmes, c'est cette mixité déjà, se donner le choix d'avoir un homme ou une femme. Et puis on reste encore dans des métiers où il est communément admis et perçu que c'est exclusivement masculin. Et du coup, quand vous avez une femme au contact, souvent ça crée la surprise, vraiment.
Et ça annule aussi le rapport de force, c'est-à-dire qu'un individu qui vous invective en bombant le torse, comme c'est assez souvent le cas, en disant bah, « viens te battre si t'es un homme », de fait, quand c'est une femme au bout du fil, ça, c'est plus possible. Donc, ça fait vraiment chuter un peu la pression et on arrive un peu plus à tempérer nos interlocuteurs. Donc, ça a eu au moins ce mérite-là. Et puis ensuite, le fait d'être... d'appartenir aussi à des environnements différents, c'est qu'on va apporter aussi ce que l'on est. Et c'est pour le coup cette diversité qui va faire que ça va venir enrichir véritablement les organisations dans lesquelles on accepte communément qu'il y ait des hommes et des femmes. Alors, Tatiana, vous avez 2 enfants. Je ne vais pas vous demander comment on fait pour concilier vie professionnelle et vie familiale, parce que c'est des questions qu'on ne pose pas à un homme, évidemment. Vous êtes tombée enceinte en étant au RAID et vous souhaitiez que ce soit un non-sujet complètement. Vous l'avez même caché le plus longtemps possible. Comment ça s'est passé ? Quand je suis arrivée au sein de l'unité, j'ai été accueillie par un collègue qui m'a dit « C'est bon les gars, on va pouvoir ouvrir une crèche ». Et en fait, j'ai eu mon premier enfant 7 ans après être arrivée à l'unité. Et cette phrase, elle est revenue comme un boomerang en me disant, ça y est, là, j'y suis. Et là, de nouveau, je vais être observée, comment va être perçue ma grossesse. Et en fait, j'ai beaucoup culpabilisé. Alors, j'étais très contente d'être enceinte. Et en même temps, j'ai culpabilisé parce que je me suis dit, est-ce que je vais paraître moins opérationnelle? Comment ça va être perçu, etc. Et puis, je l'ai caché jusqu'à ce que je rentre plus dans ma tenue. Et un matin, je me suis dit, non, là, c'est plus possible, il va falloir le dire. Et donc, j'ai prévenu assez timidement mon chef de groupe, qui lui-même était père de 4 enfants, mais qui a accueilli ça en disant, mais c'est génial, c'est une super nouvelle, c'est un beau cadeau de la vie, tu vas vivre une aventure extraordinaire. Et là, mon ventre est sorti quasiment instantanément. Il m'a libérée en fait d'un poids. Et en fait, je m'étais auto-censurée, j'étais convaincue que ce serait très compliqué, etc. Et en fait, j'ai compris que c'était juste quelque chose de très normal. Alors oui, évidemment que je n'allais pas exercer au sein de l'unité de la même manière. Forcément, c'est devenu un peu plus compliqué après. Mais finalement, ça a été bien mieux accueilli que je l'avais imaginé. Et aujourd'hui, vos enfants ont grandi. Est-ce qu'ils ont envie de suivre vos traces? Est-ce que vous les encouragez dans cette voie? Alors, je ne les encourage pas. Surtout pas. Mais j'ai mon aîné qui veut être pilote de chasse. Donc, quand même, on se dirige un petit peu... Alors, je lui ai dit, mais tu sais, pilote de chasse, c'est pas que Maverick. Et la réponse a été, je sais très bien ce que signifie pilote de chasse, je veux défendre mon pays. Bon, ben là, j'ai compris. Ouais, bon. Voilà, donc je lui souhaite, évidemment. C'est génétique presque, à un moment, ça se transmet quand même à ses enfants. En tout cas, un grand merci, Tatiana. C'était un plaisir d'avoir votre témoignage. Merci et bravo pour ce parcours incroyable qui vraiment force l'admiration. Vous êtes parvenue donc à ne pas vous laisser enfermer dans des cases ni des préjugés et pourtant, les stéréotypes de genre ont la peau dure et ne datent pas d'hier. On comprend qu'il faut du temps pour faire changer les mentalités. Et ça va sûrement passer également par les nouvelles générations. Et nous sommes heureux d'être en présence de Laetitia. Rebonjour Laetitia. Bonjour. Je le disais, vous êtes technicienne de maintenance depuis juin 2024 sur la PFC de Toulouse. Vous avez 22 ans et vous êtes donc au tout début de votre carrière professionnelle. Mais vous avez malgré tout déjà été confrontée au sexisme et notamment dès la formation. On va voir que vous avez su surpasser ces freins et que Via Poste vous encourage dans cette voie. On va revenir rapidement sur votre parcours et on peut dire que votre vocation est venue très tôt. Vous, quand vous étiez petite, vous ne vouliez pas être boulangère ou maîtresse? Non. Pas du tout. Moi, c'était dans le manuel. Et en fait, c'est parti de... Je faisais des travaux avec mon grand-père quand j'allais rendre visite chez mes grands-parents. Et il m'apprenait un peu à réparer la maison, tout ce qui était travaux et tout ça. Et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je suis partie... après ça, je suis partie du coup faire un bac pro. Et j'ai découvert le métier de l'électricité. Et du coup, en faisant des stages et tout ça, j'ai découvert plusieurs métiers de l'électricité. Et du coup, j'ai fait un stage du coup à Via Poste Maintenance. Et ce qui m'a beaucoup plu. Et du coup, j'y suis restée et j'ai continué là-dedans. Vous avez donc choisi très jeune de vous épanouir dans un milieu majoritairement masculin. Vous étiez combien de filles dans votre classe? J'étais la seule. Sur 20 élèves, j'étais la seule.
ce qui était un peu compliqué. Oui. Et est-ce que vous avez l'impression du coup d'avoir été traité différemment, que ce soit par les professeurs, les élèves ou après par les entreprises? J'ai un professeur qui m'appelait par mon nom de famille ou des fois m'appelait par le nom de la fille. Donc, Qui disait la fille? Oui, il m'appelait la fille, oui. Ouais. Donc, pas évident, quoi. Alors que les autres, il les appelait par leur prénom. Et après, j'ai des camarades qui me mettaient un peu de côté. Mais sinon, j'avais un autre groupe de camarades avec qui je me suis intégrée, qui était super sympa avec moi. Et au niveau des entreprises, après, pour les stages, vous avez eu des problèmes? Alors, j'ai eu un problème avec une entreprise quand j'ai voulu demander pour un stage. Et il m'a dit qu'ils m'ont refusé car ils avaient peur que je les accuse d'harcèlement ou quoi que ce soit, pour de l'argent. Ils vous l'ont dit Oui. les yeux dans les yeux? Enfin, au téléphone. D'accord. Au téléphone. Ils assumaient oui. l'explication. Bah, je pense que c'était plus facile de le dire au téléphone qu'en face. Du coup, ouais. Bon, ça a fait un choc, ça a choqué un peu tout le monde, mais bon, je suis passée à autre. Donc cette défiance, elle fait certainement écho à ce que Tatiana vous avait raconté, hein, évidemment. Avec le recul, cette singularité, est-ce qu'elle a été davantage un frein ou une force? Une force, je dirais. Ça m'a motivée à avancer là-dedans et à me dire que je vais pas arrêter pour juste une mentalité comme ça. Mais du coup, vous êtes mis la pression encore plus? Est-ce que pas vraiment une grosse frise, pas vraiment, mais ça m'a motivée. Ça m'a motivée encore plus d'en arriver là. Et mettre peut-être aussi en avant vos points forts? Oui. Bah, vu qu'on me disait, j'avais un professeur qui me disait que mon travail était plus minutieux et plus soigné que certains garçons. Donc ça m'a donné espoir. Enfin, je me dis bon, bah, c'est que je travaille bien, c'est que j'ai fait des efforts et tout ça. Donc tous les profs n'étaient pas pourris comme non, le premier que vous avez cité. C'est vraiment le seul. Oui, bon, tant mieux. Vous avez pu aussi compter sur un soutien sans faille de votre famille, oui, qui forcément était fière, et vu que vous suiviez un petit peu les traces notamment de votre grand-père. Oui, c'est ça. Et puis vu qu'on est très manuel dans la famille, on a des techniciens, des électriciens, on a des plombiers, des maçons. Donc je suis un peu le parcours de la famille. Donc eux, ils vous ont toujours encouragé? Ah oui. Ils vous ont pas freiné en disant ça va être compliqué? Ils m'ont aidé à trouver des stages, ils étaient là pour m'amener, au cas où il y a un problème, demander toujours si ça se passait bien. Et puis dans vos camarades de classe aussi, certains ont été vraiment de bons camarades et vous ont aidé, peut-être quand vous étiez mise un peu à l'écart. Oui, quand par exemple on devait faire des travaux de groupe, ils savaient très bien que j'allais me retrouver toute seule si je ne me mettais pas dans leur groupe avec eux. Et donc une empathie et une solidarité que vous avez retrouvée également quand vous êtes arrivée chez Viapost. Vous avez été bien accueillis? Oui, super bien accueillis. Et puis même dans les autres collègues, certains, vous me disiez, n'hésitent pas à vous rendre des coups de main, vous aider sur certaines tâches peut-être? Oui, quand ils savent que ça peut être trop physique pour moi, ils savent que soit ils sont là pour m'aider ou soit on essaie de trouver une solution pour que je fasse autre chose. Mais c'est comme une personne qui aurait ma force physique, et même que ce soit un homme ou une femme, ils s'arrangeront aussi pour la personne. Alors aujourd'hui, est-ce que vous encourageriez les jeunes femmes à se lancer dans ces métiers techniques, technologiques comme vous l'avez fait? Ah oui, je les encourage parce que on n'a pas besoin d'être un homme pour faire ce genre de tâches. Niveau physique, parce qu'on trouve toujours des solutions pour s'entraider. Donc même si c'est par rapport au poids ou à la hauteur ou quoi que ce soit, même entre femmes, on peut très bien s'aider. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Et donc les coups, en quelque sorte, que vous avez pu prendre, les remarques déplacées, ne vous ont pas découragé? Non, jamais, non. Jamais. Ça me donnait un peu plus une force pour continuer et montrer qu'on peut le faire. Bravo en tout cas Laetitia pour votre force de caractère. Vous n'avez que 22 ans. Bravo en tout cas. Bravo pour ces convictions aussi qui vous ont permis de réaliser cette vocation. Anne-Laure Charpenay, vous êtes directrice RSE. L'égalité femmes-hommes fait donc pleinement partie de votre périmètre. On l'a vu avec Laetitia. Dans ces métiers techniques, les inégalités apparaissent très tôt, dès la formation. Mais on sait aussi que ces inégalités concernent finalement toutes les femmes, tous secteurs confondus.
Oui, tout à fait. Ce qu'ont vécu Laetitia et Tatiana, c'est le quotidien d'un certain nombre de femmes en France et dans le monde. Encore aujourd'hui, en 2025, on voit qu'il y a encore des inégalités qui persistent et beaucoup de stéréotypes de genre. D'ailleurs, ça commence très tôt, dès l'éducation des petits garçons et des petites filles, à l'école, au moment des orientations, au moment du choix des métiers. Eh bien, en fait, nous sommes tous guidés par des stéréotypes de genre, des clichés. Et ça, il faut y faire attention parce que c'est souvent inconscient. Alors, que mettez-vous en place justement chez Viapost pour réduire ces inégalités? Chez Viapost, on commence déjà par mesurer nos résultats. Donc, tous les ans, comme pour toutes les grandes entreprises, nous avons un index d'égalité professionnelle. Et suivant les entités, on est entre 89 et 94 sur 100. Donc, c'est plutôt un très bon résultat. Par ailleurs, nous avons chez Viapost en 2024 29,64% de femmes, ce qui est aussi un bon résultat compte tenu du secteur dans lequel nous travaillons. Et alors, racontez-nous les actions que vous avez menées jusqu'à présent. Bien, des actions sur 4 points. Déjà, comment on rentre chez Viapost et est-ce que les femmes rentrent suffisamment bien chez Viapost? Donc, au niveau du recrutement, toutes nos annonces sont bien sûr, et c'est légal, hein, c'est parfaitement légal, ouvertes aux hommes et aux femmes, mais aussi nos recruteurs ont été formés, à la fois les recruteurs du pôle RH, mais aussi les managers ont été pour la plupart formés à dépasser justement ces stéréotypes de genre et projeter les candidats dans les postes qu'ils souhaitent. Donc ça, c'est au niveau recrutement. Le deuxième point, qui est un point très important, c'est la rémunération. Donc nous avons signé des accords avec les organisations syndicales qui garantissent l'équité des rémunérations chez Viapost. Et donc nous avons constaté que les écarts régressent d'une année sur l'autre, donc ça veut dire que ça marche. Le troisième point, c'est la partie support. Comment on peut aider les femmes à avoir une carrière chez Viapost? Donc cette année, nous avons développé du mentorat. Donc nous avons un groupe de mentors et un groupe de mentorés et les mentors accompagnent à la fois des talents féminins et aussi masculins, bien sûr. Et donc ça va permettre aux femmes de Viapost qui vont être mentorées de poser toutes les questions qu'elles ont besoin de poser à quelqu'un qui est neutre, qui n'est pas leur hiérarchique et qui a donc un support supplémentaire par rapport à la ligne hiérarchique habituelle. Et le quatrième point, c'est enfin la communication, parce que en fait, la parité, il faut en parler. Il faut dire qu'aujourd'hui, en 2025, chez Viapost comme en France, ce n'est plus entendable d'avoir autant d'écart entre les hommes et les femmes. Et donc, on a beaucoup d'actions de communication interne et aussi en externe pour garantir l'image de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Et aujourd'hui, ça fait partie de ce plan de communication. Cette émission, évidemment, va dans ce sens. Merci beaucoup, Anne-Laure. Alors, on a bien compris les leviers d'action que Viapost mettait en place. Lui aussi connaît bien l'entreprise qu'il a rejointe il y a une vingtaine d'années. C'est Gary, qui est directeur de site logistique à Cavaillon et qui est donc un collaborateur de Viapost depuis un tout petit peu plus longtemps que Laetitia. Oh, ça se joue quoi? À 20 ans? Léger. Voilà, c'est ça. Donc déjà une belle carrière qui lui a permis d'être un fin observateur de l'évolution de la mixité dans la logistique. Merci beaucoup d'être avec nous, Gary. Vous qui avez été agent de tri avant d'être directeur multisite aujourd'hui, vous avez connu de nombreux postes, nombreux sites, Orly, Shell, Velo, Cavaillon, et vous êtes donc un parfait témoin du terrain. Est-ce qu'on peut parler d'une féminisation progressive des métiers? Oui, complètement, parce que du coup, donc arrivé en 2007, alors très honnêtement, j'avais aussi un peu plus jeune que Laetitia, donc du coup, dans mes mœurs, il n'y avait pas homme-femme, donc ça ne me regardait pas plus que ça, mais on pouvait observer que les postes étaient un peu dédiés. Donc une partie homme sur un certain pôle, une partie femme sur un certain autre. Et en termes de responsabilité, il y avait quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. À mon arrivée, on va citer Shell, il y avait une seule cadre sur 6 et une seule responsable d'équipe sur 18. Ce qui montrait que, donc là on est en 2007, ce qui montrait que la parité, on en était assez loin.
J'ai quitté Shell en 2017 et quand je l'ai quitté, il y avait 6 responsables d'équipe femmes et 3 cadres femmes, donc du coup à hauteur de 19%. Donc déjà une belle évolution dans ce sens-là. Après, sur la partie opérationnelle pure, donc agent de tri, on est clairement dans du 50-50. Alors, des fois un petit peu moins, mais comme l'a dit Anne-Laure, le 94% est bien reflété de nos jours. Donc, je pense que ces mœurs ont évolué dans ce sens-là. Et d'ailleurs, tout ce qui est mis en place est fait pour ça. Et puis, on peut dire que tout ce qui est mécanisation des tâches, c'est un vrai atout, un levier pour la parité. Aussi, parce que effectivement, cette montée de parité est aussi due à l'industrialisation qui va casser un peu les codes de force minutieux. Les postes deviennent beaucoup plus mixtes. L'industrialisation de Shell, de passer du tri manuel à un trieur, forcément retire une grosse partie de pénibilité et permet de réduire les écarts hommes-femmes ou les métiers genrés. Alors Gary, en tant que directeur, est-ce que vous arrive-t-il encore d'être témoin de remarques sexistes, de comportements sexistes? Est-ce que vous devez encore parfois intervenir ou recadrer encore aujourd'hui? On est loin du poster de femmes nues dans les vestiaires. Mais, qu'il y avait au début? Qui avait, vous l'avez connu ou pas? Je l'ai connu. En arrivant, d'accord, ça donne un peu le... Voilà. Les mentalités évoluent, heureusement. Heureusement. Mais oui, ça, malheureusement, ça arrive encore. Alors, ça reste beaucoup plus rare parce que du coup, en tant que directeur, alors ça fait 4 ans, j'en ai une comme ça, une personne, donc un jeune homme qui, prenant position dans son premier jour de travail, voit que l'accueil est fait par une responsable femme. De par sa culture d'après lui, ne peut en aucunement travailler sous cette responsabilité féminine. Donc l'action, la responsable remontait à son responsable, et donc du coup on ne le tolère pas et la personne est arrêtée sur le champ. Ah oui, et, courte expérience du coup. Ah c'est ça, 14 minutes le temps de le comprendre. Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est de nos jours ça peut plus arriver. Oui. Parce que, on n'est plus sur du genre, on est sur de la compétence. Les étoiles, il y en a autant en femmes qu'en hommes. Donc, sinon, j'ai une autre anecdote, mais plutôt femme-femme. Alors celle-là, elle date quand même. J'étais pas directeur, c'était HL. On va la nommer Colette. Colette, comme un homme d'il y a 75 ans, à la fin des pauses repas, elle se levait et disait « Bon, allez les femmes au ménage ». Ah oui, venant d'une femme, c'est vrai que c'est... Du coup, en matière de gestion de conflit, il est plus dur de se mettre « Ah mais non, mais moi aussi je suis une femme ». Ouais, mais enfin, c'est pas super, quoi. J'aurais eu besoin de l'expérience de Tatiana. Oui, c'est ça. La prochaine fois, on fera un petit coaching avec Tatiana. Mais bon, c'est révélateur. Voilà, c'est vrai que c'est la société en général qui doit évoluer. Pas que les hommes, finalement. Les femmes aussi doivent... Le principe doit évoluer. Oui. Alors, malgré tout, on le voit, les mentalités changent. Vous le disiez, heureusement, il y a une prise de conscience collective. Et vous-même, vous me disiez, Gary, que vous étiez beaucoup plus sensible à cette question de la parité. Avant, vous ne vous posiez pas la question. Non, les responsabilités qui vont avec, le cheminement aussi de Viapost qui a redescendu en termes de feuille de route. Il est vrai qu'aujourd'hui, le sujet est connu, reconnu et est dans toutes les demeures. Aujourd'hui, il n'y a pas de question à se poser. La compétence homme-femme, c'est la compétence. C'est vraiment pas genré. Une vraie volonté donc d'engager davantage de femmes dans ces filières techniques. Mais il y a encore trop peu de candidatures aussi, c'est ça le problème. Exactement. Lors du dernier appel à candidature externe qu'on a pu faire, qui était un poste de responsable d'exploitation, sur 60 CV, on n'en a reçu que 2. Donc c'était responsable d'exploitation logistique. Donc là, en termes de candidats, ça fait un pourcentage bas. Donc c'est bien dommage parce qu'on a besoin justement de mixité. Comme l'a dit Tatiana tout à l'heure, le bon vient de partout et de tout âge. Donc il n'y a pas que homme-femme, il y a aussi âge.
tout le monde peut avoir la bonne idée. Donc, on a besoin de tous les talents réunis et je pense que c'est la mixité qui crée la réussite. Et Viapost encourage la promotion des talents féminins. Vous le disiez, Anne-Laure, ça passe également par l'accompagnement. Oui. Oui, de plus en plus. Alors, j'ai aussi les exemples contraires à ce qu'on vient de dire, notamment ces derniers temps sur Cavaillon en juin. Ça se rapproche un peu de Tatiana. On a recruté une RTS qui provient, donc responsable technique et sécurité, donc plutôt un métier où c'est plutôt des hommes, enfin du moins ce qu'on pourrait se dire, qui provient d'un métier de correspondant de qualité et avec un peu d'accompagnement de son ancien chef qui était donc lui-même RTS. Elle a pris en place son poste, elle a un très large périmètre et elle le fait bien et proprement. Donc moi je suis très satisfait et donc c'est un bel exemple que tout peut se faire de la même façon. Et pourvu que ça continue. Merci beaucoup Gary pour ce témoignage, ce partage d'expérience. On a bien compris que la mixité était un véritable atout pour les entreprises. C'est un sujet que Viapost a pris à bras le corps, mais il y a encore beaucoup à faire. Quels sont les principaux axes à améliorer, Anne-Laure ? Alors, il y a, comme vous dites tout à fait, Dorothée, encore une longue route devant nous parce que c'est un sujet qu'il faut effectivement embrasser et surtout ne jamais lâcher. Parce que le retour en arrière, Tatiana nous en a parlé tout à l'heure, c'est toujours possible. Rien n'est complètement solide encore. Donc, devant nous, nous avons encore de belles perspectives de progrès, même si on voit bien que les mentalités changent et que les exemples que tu as pu nous donner, Gary, montrent qu'il y a des évolutions naturelles qui se font. Donc, il y a un point qu'on regarde particulièrement, c'est la place des femmes et le nombre de femmes managers. Pourquoi ? S'il y a peu de femmes managers dans la société, ça donne deux signaux qui ne sont pas bons. Le premier, c'est l'égalité salariale. Mécaniquement, si les femmes ont des postes qui sont moins rémunérateurs que les hommes, eh bien l'égalité salariale, on ne pourra pas l'atteindre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, ça envoie aussi un mauvais signal aux femmes qui voudraient monter, puisqu'en fait, elles ne voient pas ou pas suffisamment de femmes en position de manager. Et donc, c'est un cercle vicieux qui peut s'établir, ce qui est exactement ce qu'on veut éviter. Oui. Pardon, je vous ai interrompu ? Non, pas du tout. Bon, on continue. Alors, on comprend bien que les résistances persistent, qu'il y a des croyances, des freins qui sont très ancrés et qu'on ne peut pas attendre que la société évolue naturellement, finalement. Il y a des leviers très concrets que vous allez mettre en place, des leviers d'action. Oui, alors, ce qui marche le mieux, c'est de faire des choses simples. Donc, lors des revues d'activité qui ont lieu sur chaque site de façon annuelle, seront vérifiés systématiquement deux chiffres. Le pourcentage de femmes dans le site et le pourcentage de femmes en position managériale. Et s'il y a un trop gros écart entre les deux, des actions correctives seront mises en place. Donc ça, c'est le premier point. Et donc ça va démarrer tout de suite, là tout de suite. Le deuxième, c'est que nous nous engageons dans la course des héros qui aura lieu en mai et nous ferons des donations, nous Viapost, à une association professionnelle qui milite pour la mixité homme-femme dans le milieu logistique, qui est l'association Corif. Et c'est cette même association qui va nous aider à ouvrir encore un peu nos chakras et via son regard externe à enrichir notre plan d'action qui est déjà bien fourni. Pour conclure, Anne-Laure, quel serait votre message à adresser aux collaborateurs et collaboratrices Viapost qui nous regardent aujourd'hui ? Moi, je dirais le message, ça se résume en un mot. Il faut oser. Donc, il faut que les managers, hommes ou femmes, osent pousser les femmes qui sont dans leurs équipes et qu'ils les encouragent, ou elles les encouragent à prendre des responsabilités qu'elles peuvent prendre. Et je dirais aussi aux femmes de Viapost, il faut qu'elles osent réaliser leurs rêves en se donnant les moyens. Osez, mesdames, on a compris le message. Merci beaucoup Anne-Laure, merci à tous les quatre. Merci pour ces témoignages forts et inspirants. On a bien compris que l'égalité ne se décrète pas, elle se construit. Cette parité n'est pas encore atteinte, mais les choses vont dans le bon sens et les mentalités évoluent. Les femmes peuvent faire de belles carrières dans les métiers techniques et technologiques et sur des postes d'encadrement dans des métiers qualifiés d'hommes pendant trop longtemps.
Faisons tomber les barrières et Via Poste s'engage, on l'a compris, dans ces sujets. Merci à vous pour votre attention. Vous pourrez retrouver des extraits de ce programme sur le compte LinkedIn de Via Poste, évidemment. N'hésitez pas à commenter, à partager. Très belle après-midi à tous et à bientôt.